sont vraiment les premières photos du XXe siècle. Voilà les petites photos qu'elle regroupait là-dedans. Alice Ray, pourquoi avez-vous eu envie de faire un tome 2? Eh bien, le tome 2, c'était la suite du tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, on était pris par la place. Il n'y avait pas suffisamment de pages pour traiter tous les sujets qui me paraissent intéressants et importants pour les Melgoriens. Comme par exemple l'arrivée des Espagnols et l'intégration des Espagnols à Moguio. Les fêtes, bien entendu, très importantes à Moguio aussi, à l'époque où on n'allait pas faire la fête dans les villes, où on n'allait pas en voyage. Et puis évidemment, le sport, parce qu'à Moguio, quand même, il y a eu des grands sportifs. C'est ma maman dans les vignes. Ma maman ne vendangeait pas, c'était une jeune fille de bonne famille, elle ne vendangeait pas, elle. Alors elle allait à la vigne voir les vendangeurs, affublés, avec un magnifique chapeau sur la tête. Je suis née dans cette maison et c'est la sage-femme Caroline qui m'a mise au monde, comme elle a mis au monde d'ailleurs la plupart des Melgoriens. Mais alors, vous êtes châtelaine? Ah, je suis châtelaine, c'est un bien grand mot. Je dis toujours, je suis châtelaine mais pas comtesse, parce que c'est le château des comtes évêques de Melgueil que mon arrière-grand-père, enfin mon arrière-grand-père en a acheté une partie seulement du château. Et nous vivons dans cette maison depuis donc 5 générations. Vraiment, je suis très attachée à ce village qui était beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui. Le centre de Moguio était beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui. Sur cette place, il y avait un médecin dans cette maison. Et puis au coin de la rue, il y avait les frères Isard. C'est pour ça qu'on appelle la place Jean Jaurès souvent plan d'Isard, qui étaient menuisiers. Donc ils avaient un atelier à l'intérieur, mais ils travaillaient dehors. Par conséquent, la place, quand il faisait du vent, était pleine de sciure, était pleine de copeaux. Ça, apparemment, ça gênait personne à l'époque. Là, il y avait le puits avec une pompe à main. Et à midi, le monsieur qui habitait ici, Paul, pompait pour qu'on ait en été de l'eau fraîche. Et tout le monde venait avec son petit récipient chercher de l'eau fraîche pour le repas de midi. Et en été, tous les soirs d'été, on prenait le frais, on mettait des chaises devant les portes et on prenait le frais. C'était l'épicerie de Maria, c'était très sombre à l'intérieur. Quand on rentrait, on se dirigeait aux odeurs et pas à la vue. Et Maria arrivait toute vêtue de noir, de derrière, là. Et naturellement, elle faisait très attention parce que les jeunes avaient l'habitude de voler une petite gomme à mâcher avant que Maria arrive. Alors elle n'était pas contente. Dans cette petite maison-là, habitait la famille Pedrero quand ils sont arrivés d'Espagne. C'était des petites maisons qui étaient des maisons d'ouvriers agricoles. Et quand les Espagnols pouvaient les acheter, ils les achetaient. Sinon, le propriétaire chez lequel le papa travaillait prêtait une maison à la famille. Alice, l'histoire contemporaine de Moguio est indissociable de l'histoire des Espagnols. Pourquoi? Eh bien voilà, au moment de la Première Guerre mondiale, en 14-18, les propriétaires de Moguio sont partis à la guerre, ont été mobilisés, sont partis à la guerre. Donc les femmes se retrouvaient seules à la tête des propriétés. Et comme elles n'étaient pas habituées à travailler la terre, il fallait qu'il y ait une main-d'œuvre. Et où la trouver cette main-d'œuvre? Eh bien, les premiers Espagnols sont arrivés du sud-est de l'Espagne, parce qu'il y avait la famine, il y avait la misère dans cette région-là. Ils sont venus et ils ont travaillé dans les propriétés viticoles.
Les Maras, autour de Mougio, chez les propriétaires de Mougio. Il y en a qui sont allés à Marseille sur le port, d'autres dans les Tuileries à Bédarieux. Un groupe assez important. Et comme ils se trouvaient très bien, ils appelaient la famille ou les amis. Et petit à petit, il y a eu une communauté espagnole assez importante. Puis il y a eu une deuxième vague au moment de la guerre civile en 1936. Mougio, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un O à la fin, ça disait quelque chose chez les Espagnols. Par conséquent, ils ont fait venir d'autres familles à Mougio en 1936. Donc il y avait des Espagnols républicains, il y avait des Espagnols qui étaient naturalisés, qui sont partis à la guerre. Autrement dit, il y a eu une intégration assez rapide jusqu'au mariage mixte. Alors là, ça a été vraiment le mariage mixte, ça a été la fin de la différence entre les Espagnols et les Français. Cette maison-là, c'est la maison de la famille Brun. Et dans cet immeuble récent, il y avait de toutes petites maisons où le propriétaire logeait gratuitement des ouvriers, essentiellement des ouvriers espagnols. Et c'était au niveau du boulevard, il y avait la fameuse portette, c'est-à-dire la porte des remparts qui ont été abattus au moment des guerres de religion. Ces petites maisons de la rue de la Portette, c'était des maisons d'ouvriers agricoles. Dans le local où se trouve la fabrique citoyenne, il y a un puits qui se trouve à ce niveau, et ce puits était mitoyen. Très souvent, avant qu'il y ait l'eau dans les maisons, l'eau que la commune distribue dans les maisons, ou plutôt la sort, il y avait des puits. Et quand on n'avait pas l'argent pour se faire un puits, eh bien on partageait le puits avec le voisin. Donc c'était des puits mitoyens. Il y avait une sortie dans chacune des maisons. Et c'est très souvent à Mougio qu'on trouve ce genre de distribution d'eau avec des puits mitoyens. Sur cette place, il y a eu les halles. Les halles qui se trouvaient là où est la terrasse du Café du Commerce. Les halles, c'était quelque chose à Mougio. On y vendait, il y avait le marché, on y vendait des fruits et légumes. Il y avait le bal dans les halles. Pour la fête, par exemple, quand il faisait mauvais, s'il faisait un orage. Et il y avait aussi des réunions politiques dans les halles. Et moi, ça a été un déchirement quand on a détruit les halles. Parce que vraiment, c'était un beau bâtiment. Pratiquement tous les soirs, mais surtout le week-end évidemment, on s'habillait, une petite robe bien chic, et on faisait la grande rue. Été comme hiver, en toute saison. On faisait la grande rue, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et puis on finissait évidemment par faire son choix. Les garçons choisissaient leurs filles, les filles choisissaient leur futur mari. Et quand arrivait la fête, eh bien, on dansait ensemble. Et en septembre, souvent, on se fiançait. L'année d'après, on se mariait. On n'allait pas chercher dans les autres villages. La plupart du temps, on prenait son partenaire dans Mougio. Et même on disait, mais comment il est allé la chercher ailleurs, il n'a pas trouvé à Mougio, ou elle n'a pas trouvé à Mougio. À cet endroit-là se trouvait l'atelier de mécanique d'Étienne Beaunieu, un cycliste célèbre puisqu'il a participé à des grandes courses. Quand le Tour de France est passé à Mougio, il est passé devant
cette boutique. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une photo du Tour de France qui passe devant la boutique d'Étienne. Oui, vous me donnez froid, Françoise. Et... Moi aussi. Alors, c'est dans cette école que votre mari a exercé pendant longtemps? Eh bien, de retour de captivité en 1945, il a eu son premier poste à Moguio. Et il y est resté 13 ans ou 14 ans. Qu'est-ce que ça représentait être maître d'école à cette époque-là? Ben, on avait droit au respect. Comment il était, votre papa? Ben, il était, je pense que, vu ce qu'on m'en a dit après, parce que j'ai rencontré des fois des anciens élèves, quand je travaillais à l'hôpital, tout ça, apparemment il était assez aimé parce qu'il était assez juste, enfin sévère mais juste, donc ils aimaient bien, il avait assez bonne presse, j'ai l'impression, avec ses anciens élèves. C'était quelque chose d'être instituteur à l'époque. Oui, effectivement, peut-être plus que maintenant, enfin, mais bon, les temps ont changé aussi. Ils étaient quand même assez soutenus, les instituteurs à l'époque, par les parents, je trouve. Ce qui des fois maintenant n'est pas trop le cas. Oui. Ah mais il y en a un Viala là. Là c'est un Viala. Oui, ça c'est Rodrigue, Viala. Voilà. Nous sommes sur l'ancien boulodrome. C'était les fossés qui ont été recouverts, qui sont devenus boulevards. Et les clubs de pétanque se sont appropriés cet endroit pour jouer à la pétanque. On peut voir sur cette photo qu'il y avait quand même pas mal de monde. Hein. Et naturellement, c'était prétexte à des apéritifs, on faisait griller la saucisse et on mangeait tous ensemble la saucisse en buvant le vin de Moguio de la cave coopérative. Alors c'est dans cette maison, dans le jardin au fond, que les deux frères Claret ont fait un terrain de tennis dans leur propriété. Pierre, qui a été un tennisman assez important puisqu'il a fait des tournois, il est allé jusqu'à Paris. C'est là qu'il jouait avec ses amis. On le voit d'ailleurs dans le livre. On voit toute l'équipe de tennis. Ça a été le premier terrain de tennis de Moguio. Ah oui. Et c'était un terrain privé, bien sûr. Après, il y a eu un terrain qui a été créé par la municipalité, je pense, je ne sais plus à quelle époque, qui est toujours d'ailleurs au même endroit, au sud de Moguio. Mais vous voyez qu'encore, le terrain, il y a encore le filet, il y a encore le cadre. Nous sommes devant le stade André Cancel, stade de foot, qui porte le nom d'un Melgorien qui a été tué à la guerre. C'est après la mort d'André Cancel qu'on a fait ce stade-là. Et à partir de ce moment-là, quand on a créé ce stade André Cancel, il y a eu des équipes importantes, notamment l'étoile sportive melgorienne, avec un haut jaune et une superbe étoile rouge à la place du cœur. Alors cette équipe melgorienne, il y a des noms célèbres, il y a d'Antoni, Casadio, Paulou Pierre qui ont joué, qui ont évolué dans ces équipes. Et ils jouaient contre des équipes de villages voisins et même de villes voisines. Voilà la tour de contrôle là-bas. Moi j'étais allée là-bas. C'est vrai que j'aime les avions. Voilà, c'est une chose. Et puis je suis fière de voir que finalement dans l'Hérault, on a choisi la commune de Moguio pour faire un champ d'aviation. Dans la région, il n'y avait pas d'autres aérodromes. Nous, on est le premier aéroclub de France. Alors, vous vous rendez compte? Numéro 1 à la FFA. Enregistrement, on est numéro 1. Et voilà. Un grand moment aussi, c'est qu'il y avait une école de formation des pilotes. Donc on a eu de très beaux avions qui sont passés au-dessus de Moguio, dans le ciel de Moguio, et en particulier le magnifique Concorde.
Gaston Bessette n'est pas un habitant de Moguio. Sa famille est melgorienne. Mais lui, il était médecin, il était à Paris. Et par contre, il a écrit beaucoup de livres sur Moguio, notamment L'étang de l'or. Il a écrit Ces grappes de ma vigne aussi. Il adorait les cabanes de Moguio. Et il disait, très justement, chacun porte un village dans son cœur. Moi, je porte le mien, c'est Melgueil, autrement dit Moguio, même s'il n'était pas natif de Moguio. Au début du XXe siècle, le village de Moguio était un village viticole. Il y avait des propriétaires qui cultivaient uniquement de la vigne. Et les artisans, c'était des gens qui travaillaient pour la vigne, c'est-à-dire que, ou pour les chevaux, ou pour la vigne à proprement dit, c'est-à-dire que Toucha, par exemple, vendait des engrais, du sulfate. Au moment des vendanges, on avait besoin de cols. Les cols, c'était des équipes de vendangeurs. Et pendant les deux guerres, 14-18 et 40-45, on a fait appel à des vendangeurs qui venaient d'Espagne. Alors, bon, il y en avait qui habitaient Moguio, qui étaient installés à Moguio. Et il y avait d'autres vendangeurs qui venaient uniquement pour les vendanges. Ils gagnaient évidemment des grosses sommes parce qu'ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient à la vigne et ils travaillaient le soir dans les caves particulières pour faire des cuvées, pour faire les pressoirs, tout ce travail qu'il y avait chez les propriétaires viticoles. Mais après 1956, malheureusement, quand les vignes ont été gelées, les propriétaires viticoles se sont reconvertis et ils sont devenus arboriculteurs. Ils ont planté des pommiers. Et maintenant, les fils de propriétaires viticoles ont tous des situations et ont abandonné la terre. Ces grappes, c'est une merveille. Dans l'école, il y avait un mélange de français, d'espagnol ou d'espagnol naturalisé, bien sûr. Et pour gagner plus d'argent, les femmes et les enfants s'inscrivaient dans une école et travaillaient. Et on travaillait à forfait, c'est-à-dire que c'était très dur, il fallait aller très vite à forfait. C'était du matin au soir. Mais à midi, le repas se prenait en commun. Et là, on partageait les repas. Les Espagnols nous apportaient des plats qu'ils confectionnaient, eux. Les Français, leurs plats à eux. Donc il y avait là un mélange, c'était une forme d'intégration finalement. Ça, ce sont les nasses à anguilles, parce que l'étang était, maintenant beaucoup moins, très riche en anguilles. Je regardais, l'étang de l'or était d'or. Couché entre la terre et la mer, comme un corps nonchalant. Il étendait son règne sauvage au sud-ouest jusqu'au parage de Carnon et de Pérol, dont on voyait luire à l'horizon les toits rouges, et se perdait dans des lagunes vers Maguelone. À l'opposé, au sud-est, il touchait aux confins d'Aigues-Mortes, plus retiré à l'intérieur des terres et dont seule la tour Constance se distinguait comme un point dans le ciel. Ce passage, il est dans l'étang de l'or, un livre écrit par Gaston Bessette. Voilà une cabane typique. Alors la cabane, évidemment, c'est pas une maison importante. Il y a deux pièces en général. La première pièce, dans laquelle on mange et surtout dans laquelle on boit beaucoup. Et la deuxième pièce, dans laquelle il y a vulgaire couchage, tout était très spartiate. Et où on met les filets, on met les fusils, où on range le matériel du pêcheur et du chasseur.
Parce que les cabaniers, ce sont des chasseurs, des pêcheurs et puis des bringueurs, surtout. Les cabaniers, on peut dire que c'est une communauté qu'ils forment. Et il y en avait quelques-uns de célèbres cabaniers. Je crois que le plus important de tous, c'était Marius Olive, qu'on appelait le Négus. Pourquoi le Négus? Tout simplement parce que pêchant et chassant sur l'étang, il était bronzé, presque noir de peau. Un cabanier, alors, ça faisait des blagues, c'était des gens qui venaient, qui riaient beaucoup, après avoir bu surtout. Et ils se retrouvaient là, entre hommes. La seule femme qui avait le droit de venir, c'était la femme de Marius Olive, parce que c'était elle qui faisait le repas. Je connais Carnot depuis que je suis bébé, parce que au mois de juillet, quand les travaux agricoles étaient pratiquement terminés, que les raisins mûrissaient paisiblement, mon papa avait le temps de nous amener à la plage. Et nous venions donc à la plage passer la journée. On partait le matin avec le repas, avec le trotteur et la petite jardinière. Et on passait la journée là. Les mamans, les tantes, les grands-mères, naturellement, ne se mettaient pas en maillot. Les enfants se mettaient en maillot, allaient dans l'eau, revenaient. On passait toute la journée comme ça. On rentrait le soir. On était rouges comme des pivoines parce qu'on avait pris le soleil. Et même souvent, c'était surtout ça au mois d'août, on était couverts de piqûres de moustiques. Parce qu'alors des moustiques, il y en avait, que c'était impressionnant. Là, nous sommes sur la Motte, dans le jardin de la Motte, qui n'a pas toujours été un jardin. Cette motte a été élevée au Xe siècle par un seigneur qui arrivait de Castelnau, le Lez, subvention à l'époque. On a élevé cette motte, donc c'est une élévation artificielle. Et en haut de la motte, il y avait une tour de guet. On appelait ça un château, mais c'était plutôt une tour de guet. Et les seigneurs ont vécu dans cette tour de guet pendant un siècle. Cette motte était protégée par un fossé qui faisait le tour. Et donc, la population qui habitait dans les environs de la motte est venue s'installer, protégée par ces fossés, protégée par le seigneur. Et ça a été finalement le point de départ du village de Moguio. Ce village était très accueillant. Il a attiré au cours des siècles beaucoup de personnes. À chaque arrivée d'étrangers, évidemment, la mentalité a changé. On a eu d'autres coutumes, on a eu d'autres fêtes. Et sur le plan culinaire aussi, les Melgoriens de souche ont appris ce que c'était la paella. Quand les pieds noirs sont arrivés, on a appris à faire le couscous, on a appris à faire le méchoui, on a connu les merguez. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une merguez avant que les pieds noirs arrivent. Mais, bien entendu, cette population a changé peut-être un peu trop les mentalités. Et maintenant, on se rend compte que il y a des traditions qui ont disparu. Si bien que pour les fêtes, dans les arènes, il y a des grands panneaux sur lesquels il y a écrit « Préservons nos traditions ». On entend des Melgoriens de souche dire « On a perdu nos traditions ».
Mais ce sont des traditions de fête, ce sont des traditions taurines. Moi, je pense qu'on a aussi perdu d'autres valeurs. Mais pas par l'apport d'étrangers. On a perdu des valeurs parce qu'il n'y a plus de viticulteurs. Donc cette fraternité qu'il y avait entre viticulteurs, cette aide qu'on s'apportait, évidemment, comme il n'y a plus de viticulteurs, on ne s'entraide plus. La plupart des Melgoriens, des personnes qui habitent Mougio maintenant, travaillent à l'extérieur, travaillent à Montpellier. Donc je pense qu'il faut quand même retrouver un peu de solidarité, de fraternité intergénérationnelle. Ça nous manque. Alors je compte moi beaucoup sur le sport évidemment, en premier lieu, sur les fêtes bien sûr. Il faut que les personnes qui viennent habiter Mougio participent peut-être un peu plus aux fêtes. Je compte beaucoup moi sur les jeunes Melgoriens pour retrouver cette fraternité, cette solidarité dont on a besoin dans les villages. Autrement dit, moi je souhaiterais qu'ils soient très sport, tous ces jeunes.